Bonjour, des soldates et des soldats israéliens ruisselants d'humanité, des colons expulsés au désespoir tellement ostensible. Les images des évacuations de Gaza étaient tellement belles qu'elles paraissaient avoir été répétées, ce qui était d'ailleurs le cas. Installées dans une base près de la bande de Gaza, les filles préparent en ce moment le retrait des colonies. Un entraînement physique, mais surtout théorique et psychologique. Pour tirer les leçons du passé et les confronter à leur mission future, les officiers montrent aux élèves des archives. Juifs contre juifs, des cris, des larmes. Des larmes qui coulent jusque dans la classe. Alors manifestement, cette opération a été une opération de communication, au moins autant qu'une opération militaire. Qui a communiqué pour faire passer quel message et comment les journalistes ont-ils pu déjouer ces tentatives de communication? Avec nous pour tenter de répondre à ces questions, deux journalistes. Jean-Marc Pitt, vous étiez envoyé spécial de France 3 sur le terrain pendant les évacuations. Et Yoav Toker, vous êtes depuis de nombreuses années correspondant à Paris de la télévision israélienne et vous étiez en Israël cet été. Avec nous également Madame Laïla Chaïd, vous êtes représentante de l'autorité palestinienne en France. Et je vous ai invité parce qu'il nous a semblé que les Palestiniens étaient singulièrement absents de ces images. Alors comme vous n'étiez pas dans les images, vous allez les commenter aujourd'hui. Vous maintenant, Perrine Dutrey, nous allons revenir sur les très belles images des expulsions des colons de Gaza. Très belles, trop belles peut-être, on va le voir. Mais d'abord peut-être un petit rappel des faits. Voilà, petit rappel historique pour commencer. Israël a annexé des territoires sur la bande de Gaza à l'issue de la guerre des 6 jours en 67. 21 implantations s'y sont construites au fil des décennies. La population de Gaza, c'est donc 8000 colons pour quasi 1,5 million de Palestiniens. Autre chiffre, au moment de l'opération de retrait donc, de ces colonies il y a 15 jours, on a pu compter 40 000 militaires israéliens, entre 3 et 4 000 journalistes sur place pour, donc je rappelle, 8000 colons. Alors pour ce qui est du 3 à 4 000 journalistes, il faut sur répéter. Place, voilà, pour 8000 colons. Donc pour ce qui est du ton général des médias à quelques semaines puis à quelques jours de cette évacuation, il était plutôt alarmant. Quand on écoutait les JT, le pire était à craindre. La tension monte à une semaine de l'évacuation des colons de la bande de Gaza. Au Proche-Orient, la tension monte à quelques jours de l'évacuation des colons de Gaza. La police israélienne en état d'alerte maximum à la veille de l'ultimatum adressé aux colons juifs qui doivent quitter Gaza. Face à face, mais en voie de séparation, 9000 colons juifs et 1,5 million de Palestiniens. Au milieu, 50 000 soldats israéliens et 7500 policiers palestiniens. C'est cela Gaza, une poudrière. Le risque d'une évacuation sous le feu des groupes armés palestiniens est pris très au sérieux par l'état-major israélien. À minuit, l'ordre d'expulsion sera donné. Les affrontements pourraient être violents. L'objectif d'Israël est d'avoir terminé le retrait le 4 septembre. Ce soir, les forces de sécurité sont en alerte maximale et bloquent tous les accès à la bande de Gaza. Je ne veux rien laisser aux Palestiniens. Ils pourraient en profiter. Ils ne le méritent pas. Un feu de haine et de désespoir qui présage les pires affrontements. À quelques heures des premières évacuations forcées, l'armée craint surtout la réaction des sympathisants. Elle ignore en fait leur nombre et leurs intentions, et une poignée d'entre eux suffirait à faire basculer cette phase délicate dans la violence. Alors un ton extrêmement dramatique. Madame Chaïd, quand vous regardiez les sujets de ce qu'on pourrait appeler la bande-annonce de l'événement, ce qui précédait l'événement, est-ce que vous avez marché? Est-ce que vous avez cru aussi? Est-ce que vous avez craint que ce soit très violent, que ça se passe mal? Non, curieusement, je trouvais que je n'ai jamais pensé, lorsque vous connaissez la réalité, la taille qui n'est vraiment pas par rapport aux colonies de Cisjordanie très importante, je crois que le gouvernement d'Ariel Sharon a voulu augmenter son mérite de prendre cette décision et de démanteler ces colonies. Le fait qu'on ait organisé la presse de cette manière, le fait qu'on ait permis à 4000 journalistes de venir couvrir un événement qui n'est pas le plus important, parce que le démantèlement des colonies, c'est un précédent qui n'a pas... Mais je n'ai jamais pensé qu'il allait prendre les proportions qu'annonçaient un peu en suspense les événements. Et je pense réellement que
la manière, c'était très intelligent, il faut le reconnaître, le gouvernement israélien, dont on a couvert ça, n'était pas seulement une couverture, c'était aussi une opération pour redorer le blason de l'armée israélienne. Alors, sur l'événement lui-même, on va y venir maintenant. Donc, est-ce que le film des évacuations a tenu les promesses de la bande-annonce? Alors, donc, on attendait un film ultra-violent, ça n'a pas vraiment été le cas, puisqu'il n'y a finalement aucun blessé grave à déplorer, ni du côté des colons, ni de celui des soldats. En revanche, on a eu droit à beaucoup de séquences émotions. Alors, on a vu des soldats et des soldates à l'écoute, respectueux, prêts à négocier et surtout très sensibles. Les policiers se tiennent à distance respectable. Un officier s'approche. Il tente poliment de négocier l'entrée de ces hommes avec les notables du mouvement des colons. Un officier tente de négocier avec ce père de famille. Laissez-moi vous emmener tranquillement dans le bus. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Je vous respecte. De part et d'autre, la règle du jeu semble exclure la violence et imposer le respect mutuel. Sa kippa est tombée. Ramasse plus sa kippa. Les soldats n'ont pas d'armes ou de matraques, mais le drapeau d'Israël cousu en évidence. Malgré l'entraînement psychologique, certains soldats baissent les yeux ou pleurent. On tente de discuter avec les militaires. On arrive à en culpabiliser quelques-uns. Comment des juifs peuvent-ils chasser d'autres juifs? Leur explique-t-on. L'opération se déroule plus vite que prévu, jusqu'à présent sans véritable drame, mais avec beaucoup d'émotion, chez les militaires et chez les colons. À Neve Dekalim, dans la plus grande synagogue des colonies de Gaza, les juifs en pleurs se sont résignés à partir. Un adieu auquel se joignent les forces de l'ordre chargées de leur évacuation. Les soldats les encadrent, puis portent eux-mêmes les rouleaux sacrés dans un étonnant mouvement d'unité. Parce qu'elles sont religieuses, les femmes refusent d'être touchées par des hommes. Voilà pourquoi les soldats sont là. On les entraînait pour ça, mais bon sang, c'est dur. Ça fait mal au bras. Ila en tombe. Ça fait mal au cœur. Lorraine en pleure. Je t'en supplie, ne me rends pas la tâche plus difficile. Accepte cette eau. Bois, je t'en supplie. Dernière larme sur la plage. La colonie est vide, les cris sont partis. Reste le vague à l'âme. Il va falloir reprendre des forces, l'opération n'est pas terminée. Des sales journées, il y en aura d'autres. Une belle image de coucher de soleil. Alors, c'est vrai qu'on a envie de savoir, presque avant l'analyse que fait la diplomate, votre toute première réaction, je dirais, de personne, quand vous avez vu ces images-là de l'armée israélienne, ça a été quoi? Vous avez ressenti quoi? J'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important que je voyais pour la première fois, puisque les autres retraits des territoires palestiniens, ce n'était que l'armée, ça n'a jamais été les colons. Mais aussi, j'ai eu spontanément la réaction la plus normale que dire « mais où sont les Palestiniens ?» Parce que je regardais les images, je n'étais pas à Gaza. Et je regardais les images et je ne voyais nulle part de Palestiniens, comme si on était en train d'évacuer un territoire vide de Palestiniens. Et je me suis dit, c'est un peu du théâtre. Je trouvais qu'il y avait un côté... Parce qu'on avait fait une répétition. Ça ne veut pas dire que je doute de la sincérité des larmes, ni des colons, ni des soldats. Mais le fait que j'ai vu avant tellement d'images de préparation, je me suis dit, c'est une opération réussie sur le plan de la mise en scène. Et je pense que la mise en scène en politique, c'est très important. Bien sûr. Et surtout dans ce conflit. Vous savez, il y a une évacuation de colonies dans l'histoire de l'occupation, c'est celle de Yamit. Et Yamit est une colonie en Égypte, ce n'est pas une colonie dans les territoires palestiniens. Donc il y avait un côté, vous savez comment l'armée israélienne appelle cette opération, main tendue aux frères. Donc cette idée de fraternité, d'émotion, nous sommes le même peuple, même si on est obligé de vous transporter de force, est une opération très importante pour l'unité nationale israélienne. Absolument. Enfin, c'est un peu du théâtre, il y avait eu des répétitions, mais n'empêche que ces images-là, on les avait jamais vues. Elles sont inédites. Jamais eu lieu. Oui, bien sûr, elles n'ont jamais eu lieu. Dans l'imagerie du conflit. Oui. Vous les attendiez, ces images-là? C'est ce que vous attendiez en partant sur place? Moi, je pense qu'il y a aussi, c'est pas simplement une question de mise en scène, c'est aussi une question d'efficacité sur le terrain. J'ai parlé avec un conseiller d'Ariel Sharon qui parlait de cette efficacité sur le thème de la disproportion. C'est-à-dire qu'il y avait 8000 colons à évacuer, il y avait 60 000 soldats qui étaient là pour le faire. Il y avait 8000 colons à évacuer, il y avait 4000 journalistes qui étaient là pour couvrir l'événement.
Et cette disproportion, elle a été préméditée aussi dans un souci d'efficacité. Et c'est vrai que cette préparation, le résultat est là, c'est-à-dire que l'efficacité a été là. Donc mise en scène, certainement d'un point de vue politique, d'un point de vue émotion, mais aussi d'un point de vue efficacité. Il fallait que ça marche, et ça a marché. Yoav Stocker, vous attendiez ces images-là ? Le problème dans l'analyse d'ensemble de ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé tant des choses et des choses fortes, c'est vraiment quelles sont les prémices, qu'est-ce qu'on attend là? Parce que là, les scénarios, les scénarii, je dirais même, se sont déroulés de façon plutôt sans événement. C'était ça d'ailleurs le non-drame qui, d'une certaine façon, a mis en évidence les éléments que nous essayons d'analyser maintenant. Parce qu'imaginons, enfin c'est un peu trop facile de dire, mais imaginons qu'il y aurait quelque chose se serait passé vraiment sur le plan d'affrontement entre colons et soldats israéliens, ou entre Palestiniens et Israéliens, ou les deux entremêlés, ainsi de suite, ou je ne sais quel conflit à l'intérieur des unités israéliennes à cause des éléments humains. Donc on serait réunis autour de cette table en essayant... Et ça vraiment, une autre émission, au-delà de toute l'opération de communication et des analyses politiques et tout ça, c'est un scénario tout à fait possible. Je crois que ce que vous ignorez peut-être dans vos regards d'ensemble, c'est la façon, le niveau de tension, les niveaux de la montée de tension et la façon dont les enjeux ont été décrits au sein de la population israélienne. Toute idéologie et toute conviction politique confondue. Ce qui nous ramène d'ailleurs à l'absence des Palestiniens. On arrivera, dont Mme Chahid avait parlé tout à l'heure. Alors, effectivement, on voudrait juste signaler, parce qu'on l'a remarqué nous aussi, l'absence des Palestiniens des images, Perrine. Oui, sur TF1, on compte 3 sujets consacrés aux Palestiniens pour 11 côté israélien. Sur France 2, on arrive à un rapport de 3 pour 15. En revanche, sur France 3, grande équité. Alors, Jean-Marc Puit, vous avez été envoyé pour couvrir le côté israélien. Votre collègue Gwenaël Lenoir couvrait le côté palestinien, jusqu'à ce que l'enlèvement de son preneur de son, Mohamed Ouati, ne vienne stopper son travail. Mais sur France 3, on a quand même pu voir de rares images de la vie des Gazaouis, des banderoles dans les rues, nouvelle propagande de l'autorité palestinienne qui proclame une nouvelle ère pour Gaza. On a vu aussi un reportage sur l'avenir économique de la bande de Gaza, avec la réouverture hypothétique de son port et de son aéroport détruit par les Israéliens. Et puis on a vu ces images de la vie quotidienne des Palestiniens, de femmes voilées qui se baignent. Et on a même vu une infographie qui nous explique ce que le retrait des colonies va clairement changer dans le quotidien des Gazaouis, quotidien qui jusque-là présentait des contraintes plutôt insolites. Cette année, c'est la première fois que je me baigne. On hésite à venir. On a toujours peur que le checkpoint soit fermé, ou que l'armée israélienne nous contrôle, et puis beaucoup ont peur d'elle. C'est vrai qu'on ne pense pas aux baignades, on ne pense pas aux plages. La télé ne nous parle jamais de problèmes. Sur la mer. La télé ne nous parle jamais des problèmes de plage et de baignade, et pourtant c'était les vacances. Alors ça, j'imagine que c'est un choix que vous aviez fait longtemps avant l'événement. Vous étiez dit attention à ne pas oublier les Palestiniens dans cette affaire. Oui, depuis le départ, ce dispositif-là avait été prévu, c'est-à-dire Gwenaël Lenoir, Michel Anglade, Mohamed Ouati et Franck Perrault à Gaza. Et moi, de l'autre côté, il y avait aussi un... C'est-à-dire que vous étiez sensible au danger, vous étiez dit, attention, la mécanique risque de nous focaliser sur les Israéliens et de nous faire oublier les Palestiniens. Non, je crois que dès le départ, ça nous avait semblé essentiel d'être des deux côtés. On avait aussi un petit peu anticipé les problèmes techniques de circulation entre les deux zones pendant ce moment très fort, très compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couvrir les deux côtés. Une même équipe ne peut pas couvrir les deux côtés. C'était difficile pour Gwenaël de passer de Gaza au Gush Katif très rapidement, et ça aurait été difficile pour moi de faire l'inverse. Donc il a été prévu depuis le départ qu'on soit à 2 équipes sur place. Donc c'est un choix politique. C'est un choix politique de la rédaction. C'est un choix professionnel. Oui, et aussi ça veut dire qu'une réalité a 2 faces. Et moi je voudrais dire que l'occultation, c'est pas seulement de la réalité économique. Je suis heureuse de voir que pour FR3 elle était présente. Il y a eu des affrontements, mais pas à Gaza. Il y a eu un assassinat dans un autobus à Shafa'am, c'est une ville israélienne dans les territoires israéliens. Un jeune soldat rentre dans un autobus et en arrivant à Shafa'am tire sur les occupants. Il y a 4 personnes qui sont tuées, dont 2 sœurs. Et il dit, je l'ai fait pour empêcher le retrait de Gaza. Il n'y a pas d'image de ça. Il y a bien sûr la nouvelle. Mais nous sommes allés avec Éric Janet et Rémi Attal tourner à Shfaram, justement. Nous avons rencontré une famille de 2 sœurs qui ont été victimes de ce terroriste israélien. Et en fait, c'était très important d'aller là-bas parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une mobilisation israélienne pour faire en sorte que cet attentat ne perturbe pas le processus, qui a été énorme et unique dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, 60 membres de la Knesset qui se sont rendus dans cette famille pour apporter leurs condoléances. Il y a eu le président qui s'est rendu, il y a eu le vice-premier ministre qui s'est rendu, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur.
c'est-à-dire un nombre important et incroyable de membres du gouvernement et de la Knesset. Et ça, vous l'avez montré sur France 3, oui. Ça voilà. Nous avons fait un sujet là-dessus. Il y a eu un sujet sur France 3. Oui, mais tout à fait. Je vois en tout cas que France 3, dans la couverture, a fait des choses que les autres chaînes n'ont pas fait. Mais moi, je dirais que ce qui était... Parce que j'ai vu, bien sûr, moi aussi, les images sur Shafa Amr. C'est que le téléspectateur ne peut pas faire la relation si l'image ne la fait pas. Alors, on va venir maintenant aux images des évacuations elles-mêmes. 4000 journalistes, on le disait, une pression assez forte, vous allez nous le raconter, de l'armée israélienne. Alors, que peut faire un journaliste quand il est la cible de ces tentatives de manipulation, de communication, je ne sais pas comment les appeler? C'est déjà, première chose, les dévoiler. Et c'est ce que vous avez fait dans un de vos reportages, Perrine. Oui, dès le 15 août, vous avez été le premier à montrer donc cette extrême médiatisation de l'opération, et ce, au début d'un de vos reportages. L'armée israélienne voulait faire de ce jour historique un jour médiatique. Elle a elle-même convoyé dans des autobus spécialement affrétés des centaines de journalistes du monde entier pour qu'ils assistent à la remise des lettres officielles qui signifient aux colons leur ordre d'expulsion. L'armée a décidé d'ouvrir cet événement à une très large couverture médiatique. Et en ouvrant si largement, c'est la première fois que les médias seront présents sur l'événement avant l'armée. Alors, une semaine plus tard, à la fin de l'opération, votre confrère de France 2, Charles Landerlin, lève aussi le voile sur cette médiatisation. On pouvait voir dans son sujet du 22 août cette foule de journalistes brandissant caméras et appareils photo, des militaires et aux policiers se prêtant au jeu des interviews, et même cette image d'un bus affrété tout spécialement pour les journalistes. C'est vrai que cette image du bus est incroyable. Mais alors, comment ça se passait? Chaque matin, à la sortie de l'hôtel, voilà, les bus de l'armée israélienne étaient là. On vous donnait le choix entre plusieurs opérations, plusieurs destinations. Comment ça se passe concrètement? Vous vous souvenez du calendrier? Il y avait la date du 17 et puis il y avait les 3 jours précédents qui étaient déjà des jours durant lesquels le Gush Katif était zone interdite. C'est-à-dire on ne pouvait plus circuler, on ne pouvait plus, les civils ne pouvaient plus ni entrer ni sortir. Et sortir si, mais pas entrer. Et les journalistes devaient entrer effectivement sans leur voiture. C'est la raison pour laquelle ces bus ont existé. Et ces bus, sur des points de rendez-vous, nous emmenaient sur les lieux que nous avions demandés. C'est-à-dire c'est vous qui, quand même, demandez votre destination. Exactement. Il fallait demander, comme il n'y avait pas de circulation possible à l'intérieur du Gush Katif, il fallait demander une colonie, une des colonies, et se tenir à cette colonie pendant la période où on allait rester dans le Gush Katif. Le mot que vous avez utilisé tout à l'heure de manipulation, c'est pas totalement exact. C'est-à-dire que c'est plutôt une surorganisation, comme je disais tout à l'heure qu'il y avait une surorganisation de l'évacuation. Là, c'était une surorganisation du traitement médiatique, une vraie volonté qu'il y ait un traitement médiatique. Donc on était effectivement convoyés, ça faisait un peu zoo quand on est arrivé, il y a eu ce... Mais je ne me suis pas senti manipulé, je me suis plus senti très protégé, très aidé, dans le sens montrer effectivement cet événement. Ensuite, quand on était sur le terrain, il y avait une liberté d'action, c'est-à-dire qu'on pouvait effectivement aller voir les colons qu'on souhaitait, on pouvait tourner autour de la colonie, on pouvait aussi se mettre à sortir de la colonie dans laquelle on nous avait convoyés. Il n'y avait pas d'encadrement, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté médiatisation voulue et déterminée, plus que manipulation. Est-ce que vous avez senti que l'armée israélienne voulait montrer quelque chose, qu'elle voulait montrer une certaine image, Oui, elle voulait montrer la transparence. Elle voulait montrer que cet événement serait traité avec transparence. Elle voulait montrer tout ce que vous avez déjà montré, c'est-à-dire la fraternisation entre les colons et les militaires. Elle voulait montrer ça? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, puisque toutes les actions des officiers allaient dans ce sens. C'est-à-dire qu'on essayait toujours d'éviter la violence. Quand on est arrivé sur ce premier événement dans la première colonie, les lettres devaient être remises dès le matin. Une lettre qui signifiait l'expulsion. Les colons avaient fermé la barrière de cette colonie, donc l'arrivée des lettres a été reportée pour qu'il n'y ait pas de confrontation, pour qu'il n'y ait pas de violence apparente, même dans ces actes très symboliques. Madame Chahid. Je pense que le fait qu'on ait tellement voulu montrer et qu'on ait organisé la presse pour montrer, montre bien qu'on ne s'attendait pas à des accrochages très difficiles, parce que ça aurait été catastrophique si, avec cette présence tellement importante de la presse, ça avait dégénéré en affrontement, que ce soit entre colons et armés, ou palestiniens et colons et armés. Donc c'est encore un élément qui me fait penser que
On a gonflé l'importance du risque parce que ça donnait plus de mérite sur le plan politique au gouvernement d'Ariel Sharon. Judith ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'armée voulait aussi montrer la douleur de cette situation-là, parce que ça suscite évidemment beaucoup d'empathie et même quelque chose presque comme une mauvaise conscience à devoir aller au bout de cet acte-là très tragique et presque fratricide. Un juif n'expulse pas un juif. Bon, on a l'impression d'assister à un truc tragique, presque dans la mauvaise conscience, et ça donne l'impression qu'il fallait un regard pour montrer cette douleur-là, un peu comme l'œil de Caïn. Il y a un poème de Victor Hugo qui raconte ça. Après que Caïn a tué Abel, il y a un œil qui poursuit Caïn jusque dans la tombe. Il faut que c'est sa mauvaise conscience qui le poursuit. J'ai un peu l'impression que là, cette surenchère médiatique incarne un peu, en tout cas peut-être dans le désir de l'armée israélienne, cette mauvaise conscience mondiale d'avoir été au bout d'une situation. C'est de là que vient le terme l'acte courageux d'Ariel Sharon, l'acte courageux d'Ariel Sharon. Parce qu'il ne faut pas oublier que les colons avant l'évacuation n'ont pas toujours une bonne image dans la société israélienne. Lorsqu'ils ont porté les étoiles jaunes en disant, parce qu'ils ont manifesté, comme l'a dit avant l'évacuation, la société israélienne était très choquée qu'ils se permettent de mettre l'étoile jaune. D'accord. Alors, grande attention de l'armée, on l'a vu, des colons, on l'a vu aussi à l'image qu'ils vont donner devant les caméras de ces 4000 journalistes. Est-ce que ça a pu aller jusqu'à mettre en scène de fausses expulsions, l'exemple d'une synagogue, Perrine? Oui, celle de Neve Dekalim, dans laquelle s'étaient entassés plusieurs centaines de jeunes militants, dont on vient de parler, venus soutenir les colons. Ils ont été évacués le 18 août dernier, ce qui a donné lieu à des images plutôt impressionnantes. Situation également tendue aujourd'hui à Neve Dekalim, la plus grosse colonie. Plusieurs centaines de soldats et de policiers sans armes ont pénétré dans la principale synagogue pour déloger ceux qui résistaient encore. Depuis 2 jours, la confrontation était très dure entre les soldats et un millier de jeunes ultra-nationalistes. Alors, confrontation très dure. Voilà, c'est ce que nous dit Carole Gessler. Mais si l'on en croit la dépêche de cette journaliste de l'AFP qui était sur place, tout cela avait été savamment orchestré. Elle parle d'une mise en scène. La journaliste cite un responsable militaire. Nous avons discuté toute la journée parce que les colons voulaient faire passer un message. Si nous avions voulu, nous aurions pu les évacuer bien plus tôt. La journaliste écrit ensuite: en fin d'après-midi, les soldats et les policiers ont laissé entrer les adolescents et quelques adultes dans la synagogue pour lancer l'assaut 1 heure plus tard. Elle cite enfin le porte-parole de la police qui explique: nous avons fixé les règles avec eux, ils finiront par sortir et ils iront dans les autobus. Ok, c'est un jeu et ça ne me pose aucun problème. Alors, pas tout à fait ce que disent les images. Jean-Marc Pitt, vous étiez sur place la veille. On regarde un extrait de votre reportage. Dans la nuit de Neve Dekalim, un officier tente de donner des consignes à ses soldats. Les jeunes colons qui les entourent font tout pour le perturber. La synagogue est devenue le cœur de la résistance de Neve Dekalim. Tous les militants religieux venus de l'extérieur du Gush Katif pour soutenir ces colons s'y sont retranchés. Ils sont plus d'1 millier, presque tous membres du mouvement de jeunesse juif et sioniste Bnei Akiva, à s'organiser pour tenir un siège qu'ils souhaitent le plus long possible. Vous étiez là la veille, mais est-ce que ce que raconte cette consoeur de l'AFP est vrai? C'est-à-dire qu'il y a eu des négociations entre les militaires et les occupants de la synagogue en disant, bon, allez, on vous laisse rentrer, comme ça on pourra mettre en scène une belle image d'évacuation. Mais ça, je l'ignore parce que je n'y étais pas le lendemain, mais ce qui est vrai dans ce qu'elle raconte dans sa dépêche, c'est qu'il y avait un côté organisé aux choses. Cette organisation Bnei Akiva, c'est une organisation de jeunesse très politisée, et ces jeunes sont venus effectivement en avance, sont installés dans les 2 synagogues, parce qu'en fait c'est un complexe avec une synagogue ashkénaze d'un côté, une synagogue séfarade de l'autre. Il y avait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ils campaient dans ces 2 synagogues. Ils étaient effectivement très nombreux. Ils avaient les sacs à dos. Ça faisait un peu scout comme ambiance. Ils organisaient la nourriture, les douches, les choses comme ça. Et ils n'étaient pas retranchés totalement. C'est-à-dire qu'ils pouvaient circuler dans Neve Dekalim. Y compris sortir de la synagogue, sortir, rentrer comme ils voulaient. J'ai même vu... les images donnent vraiment l'impression d'un four chabrol. On a vraiment, les images de l'évacuation, pas les vôtres qui sont tournées la veille, mais celles de l'évacuation donnent l'impression d'une espèce de camp retranché comme ça que la police prend d'assaut. C'est à tel point faux que ce soir-là, dans la synagogue, après cette réunion que nous avons montrée, qui est une réunion d'organisation, il y a eu une prière. Et dans la synagogue, il y avait les jeunes qui priaient aux côtés de 2 soldats israéliens qui étaient en train de faire leur travail, mais qui étaient religieux, croyants, et qui sont venus prier dans la synagogue. Donc il y avait malgré tout une circulation des uns et des autres. Et il n'y avait pas vraiment de côté fort chabrol, ça c'est évident. Pourquoi vous n'êtes pas resté pour l'évacuation elle-même? Parce qu'il fallait diffuser ce sujet, que je n'avais pas de moyen de diffusion efficace. Moi, j'ai une question à
M. Tucker, quel est l'objectif politique que les démonstrations de force des colons ultras qui ont précédé l'évacuation, est-ce qu'ils visent un objectif politique ou c'est des rodomontades, c'est le chant du cygne, ou est-ce qu'il y a un objectif politique derrière? Parce que d'une part, bien sûr, ils ont une idéologie, ils ont des buts politiques, ils ont essayé d'empêcher ce qui leur est arrivé au mois d'août, mais tout le monde sait, tous les protagonistes savent, à l'intérieur de la scène israélienne aussi bien que chez les Palestiniens et dans le monde, que ce n'était qu'un premier chapitre, que ça devait être l'évacuation soi-disant la plus facile, entre guillemets, par rapport à ce qui attend dans l'avenir, je ne sais pas quand, mais dans l'avenir apparemment peut-être plus proche qu'on les croit, par rapport à cette évacuation future en Cisjordanie, en Judée, en Samarie, et donc, et bien sûr, ils voulaient empêcher ça. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de l'opération, et vous l'avez très bien décrit, à l'intérieur de l'opération, il y avait effectivement un type de négociation entre les unités de l'armée qui venaient assurer la chose et les personnes eux-mêmes, qu'elles soient habitants des colonies ou cet apport extérieur des extrémistes qui sont venus renforcer les rangs de ceux qui allaient résister, pour leur permettre, si jamais ils étaient d'accord de quitter dans des conditions relativement paisibles, de leur permettre le mot, le geste, le podium, la scène, oui, la scène. Et donc dans ce sens-là, on peut dire qu'effectivement, cet élément de allez, dites votre dernier mot, faites votre geste, partez avec honneur, était intégré d'une certaine façon en marge de ce qui s'y est arrivé. Mais il y était intégré. Il y a eu coproduction. Ce serait un peu trop cynique de le dire ça. Mais souvent, les processus de décolonisation, quand ils se passent de façon négociée, sont des coproductions. Et l'histoire est pleine de décolonisation négociée, consentie, de la même façon qu'il y a des décolonisations ultra-violentes. Mais il y a des phases de décolonisation qui sont négociées, consenties entre les parties. Mais là, il y a une telle théâtralité de celle-là qu'on se demande s'il n'y a pas, on n'a pas fait une surenchère d'images et d'émotions sur celle-là pour peut-être s'en contenter. Enfin, il y a quand même un petit peu le soupçon. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là? On a fait le maximum. Vous voyez comme ça a été difficile et donc ce qui était prévu éventuellement par la feuille de route, on oublie. On va désormais se contenter de ça. C'est tellement douloureux. Qu'est-ce que ce serait pour 400 000? Alors sur le plan de l'image, qui est très troublant, vous avez raison, et ce qui peut ramener au théâtre, c'est effectivement quand on avait vu avant les évacuations, les images des répétitions, puisqu'il y avait des répétitions, on va les voir maintenant, avec répétition, y compris des gestes et des tirades des colons, des extraits. Installées dans une base près de la bande de Gaza, les filles préparent en ce moment le retrait des colonies. Un entraînement physique, mais surtout théorique et psychologique. Pour tirer les leçons du passé et les confronter à leur mission future, les officiers montrent aux élèves des archives. Juifs contre juifs, des cris, des larmes. Des larmes qui coulent jusque dans la classe. Des soldats jouent les colons déterminés qu'il va falloir convaincre. Cette fois, je pleurerai pas. Je vais être forte. Forte, assurément, quand il s'agit d'évacuer Manu Militari, un homme de 80 kilos. Mais quand c'est une femme enceinte qui refuse de bouger, l'officier fait appeler un médecin et laisse 4 soldats en poste. La situation est jouée. Mais sur les visages, la gêne est réelle. La barricade est bien réelle, mais les colons sont en réalité des policiers ou des soldats. Ils prennent leur rôle très au sérieux. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Que t'as expulsé tes propres frères? Comporte-toi comme un homme. Les invectives adressées aux forces de l'ordre sont inspirées mot à mot de celles des colons opposés au retrait. Un juif n'expulse pas un juif. Ou encore, soldats, policiers, refusez d'obéir aux ordres. Il est très important que nos soldats et nos policiers se mettent aussi dans la peau de ceux qui vont être évacués. Alors ça, ces scènes-là, elles étaient passées à la télé israélienne, j'imagine, que l'armée israélienne avait aussi communiqué là-dessus à la télé israélienne. Non mais c'est vertigineux, ça donne le vertige. On peut se demander si finalement l'armée n'a pas soufflé leur texte aux colons. Puisque... Non, l'armée n'a pas soufflé son texte aux colons, mais il y a... Puisqu'on voit que les colons répètent ensuite les textes des répétitions des militaires. Il y a les éléments que nous avons décrits
ici, autour de cette table, mais il y a des éléments aussi qui sont propres à la surenchère immédiate. Quand vous avez des milliers, des centaines, des milliers de journalistes qui sont dispersés sur le terrain, j'ai en tête comme ça des moments, et par rapport aux chaînes israéliennes, des radios, des télévisions, qui étaient en direct, dispersés comme ça, en couverture, sur de larges territoires, et on passait les micros et les caméras des uns aux autres, parce qu'on attendait que quelque chose allait se passer, qui finalement ne s'est pas passé. Mais donc on passait les micros et la caméra. Ah, je passe la parole à mon confrère, ma consoeur qui se trouve à Neve Dekalim, parce que je sens que quelque chose va s'arriver. Non, c'est pas le cas. Donc on repasse dans le nord de la bande de Gaza, parce que quelque chose là-bas va se passer. C'est propre à cette dynamique-là que nous connaissons dans des événements couverts en direct, qui parfois sont tout à fait justifiés quand les événements effectivement deviennent très violents ou très dangereux ou très dramatiques et tout ce que vous voulez, et qui dans ces cas-là, donc c'était une attente, c'était les directs des attentes, des choses très fortes, et puis les attentes y étaient, et puis la concrétisation des choses directes se soldait en fort usage du symbolisme, parfois très douteux d'ailleurs. À vous écouter, ce qui est miraculeux, c'est que rien ne soit passé en fait, c'est que ça n'avait pas dérapé. Non, parce que je disais, et je répète, c'est un événement extrêmement important par sa signification politique, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les projecteurs étaient braqués sur la partie israélienne et non palestinienne, parce que c'est un événement extrêmement important par rapport à la société israélienne, par rapport à la société politique israélienne, et puis la part de Palestiniens, c'est sur le Palestinien que les projecteurs seront braqués. Excusez-moi, juste pour terminer sur les répétitions, à votre connaissance, est-ce que les colons avaient répété eux aussi? Non, mais justement, quand vous dites les colons ont répété les propos de l'armée, en fait, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le camp des colons avant les événements. Et ces slogans ont été entendus dans les manifestations et donc dans la répétition pratique des militaires. Il y avait aussi une reprise des slogans des manifestations. Il ne faut pas diaboliser la répétition pour l'assimiler. Non, mais on va pas transformer les journalistes. On va pas transformer les journalistes en touristes sous prétexte qu'ils vont dans un bus et tous les acteurs de ce drame en comédiens sous prétexte qu'ils ont répété. Les pompiers français répètent, la SNCF française fait des scénarios de crise où les acteurs saignent, écrient et répètent le drame qu'ils vivent. Donc on a affaire à des militaires, à des policiers, il est normal qu'ils répètent. Et la répétition n'est pas le signe d'une infamie théâtralisée de la réalité. Je veux dire, c'est la réalité. Et si elle s'était pas préparée, qu'est-ce qu'on aurait dit? Non, mais au-delà du jugement moral, ces scènes de répétition dont vous faites l'éloge ne vous amènent pas à voir les images autrement. Bien sûr. Et les médias, comme sur le terrain de l'évacuation, rien de très spectaculaire ne s'est passé. La répétition est une aubaine pour les médias parce qu'elle leur permet de nous donner une image spectaculaire. Et ils vont la chercher. Elles les ont montrées avant. Hein. Bien sûr. J'ai l'impression que ce qui gêne dans la notion de répétition, c'est que ça laisse entendre que ce serait un pur simulacre, alors que bien sûr que c'est pas du simulacre, mais c'est possible aussi dans la théâtralité. C'est ce qu'on appelle le mentir vrai. C'est pas parce que tu le joues que tu le vis pas. Les colons qui souffrent d'être expulsés. C'est pas parce que tu le joues que tu le vis pas. Bah oui, c'est ce qu'on appelle le mentir vrai. C'est-à-dire qu'à la fois ils jouent quelque chose qu'ils ont préparé, qu'ils ont prémédité, et en même temps au moment où ils le jouent, ils le ressentent absolument. Non, moi j'ai pas envie d'avoir une lecture de ces événements qui nous tire vers une analyse de l'émotion du comédien. Moi ça ne me va pas. Je prends ces événements pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, Leïla Chaïd, une étape relativement importante dans l'histoire des relations entre Israël et la Palestine. Qu'on peut manipuler l'émotion vraie pour un but politique. Et je pense qu'on a manipulé une émotion vraie pour un but politique et le but est réussi. Jean-Marc, vous y étiez. Il jouait, il vivait ou les deux? Non, il vivait. Il jouait pas? Il vivait. Je pense pas à les militaires. Non, les colons. Les colons, en fait, la plus grosse surprise de cette période que j'ai passée là-bas, c'est justement le fait que les colons aient déçu dans leur mobilisation. C'est-à-dire que je n'ai pas pu comprendre la disproportion entre la mobilisation avant et ce qui s'est passé ensuite. Et je pense que ma surprise, c'était pas simplement ma surprise, c'était aussi la surprise des collègues israéliens, la surprise des militaires israéliens. Parce qu'ils ont réussi à mobiliser tellement de gens à Tel Aviv, à Jérusalem, dans des grandes manifestations, qu'on s'était dit, vraiment, ils vont y aller, ils vont prendre la rue, ils vont faire comme la marche verte marocaine, ils vont aller... On ne comprend pas pourquoi il y a eu surprise, puisque ça s'est passé exactement comme pendant les répétitions qu'ils avaient faites les militaires. Non, sur la mobilisation, la surprise de la non-mobilisation. Elle était réelle avant les événements, elle a été quasiment inexistante au moment des événements. Et ça, c'est une vraie surprise. Ils devaient marcher, même sans anticiper une violence, ils voulaient bloquer le processus par leur masse.
Et il y a eu quelques centaines de personnes qui se sont déplacées. Et ça a été une vraie surprise. Alors ça a été une vraie surprise pour beaucoup de confrères, y compris, Perrine, pour des confrères israéliens, de la télé israélienne, puisque notre découverte, ça a été que la télé israélienne aussi a procédé à son mea culpa. Oui, son mea culpa le 23 août dernier dans un JT de la première chaîne israélienne, chaîne publique. Les journalistes reconnaissent en fait être tombés peut-être dans un piège. Les 6 jours d'évacuation ont été difficiles, mais rien de ce qui s'est passé ne ressemblait ni de près ni de loin au scénario d'horreur proche de la guerre civile annoncée ces dernières semaines. En ce moment, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'armes à feu dans ces colonies. Je peux dire que les armes de la défense civile régionale, celles-là, on les a déjà récupérées. Nous réagirons en fonction du niveau de violence. Je ne peux qu'espérer que la population n'a pas l'intention d'aller jusqu'à vaincre l'armée ou l'État. Tsahal s'était préparé à l'utilisation d'armes à feu et de cocktails Molotov par les colons. En fait, elle a dû faire face à de la farine, des œufs et du ketchup. Notre commentateur spécialisé dans les affaires policières, Uri Cohen-Aronov, nous rejoint sur ce plateau. Uri, Tsahal et la police ont-ils utilisé les médias pour lancer une guerre psychologique contre les colons? Il est difficile de penser autrement. As-tu le sentiment que les sources avec lesquelles tu étais en contact t'ont en fait trompé, toi et tes collègues? Oui, et cela ne dédouane pas les médias. Et là aussi, il s'agit de faire son examen de conscience. Oui, on y revient tout de suite. À mon avis, on peut constater qu'il s'agit là au moins d'une exagération sans borne et d'une volonté d'intimider, mais plus encore d'une sorte de guerre psychologique qui s'est déroulée, mais dans quel but? Pour séduire les opinions publiques? Contre les colons? Contre d'autres éléments? En tout cas, ce sont les médias, oui les médias, qui doivent ici se livrer à un examen de conscience. Nous n'avons pas cherché à vérifier, nous n'avons pas alerté, nous avons été pris par le feu de l'action, le nez dans cette opération à laquelle nous devons le respect. Une opération spectaculaire. Pour autant, tous ces titres dans la presse n'avaient aucun fondement. Et si vraiment il y avait des indices qu'à Sanour, par exemple, les colons les plus partisans devaient agir, pourquoi n'a-t-on pas investi la colonie il y a 2 semaines? Pourquoi n'a-t-on pas vérifié si vraiment il y avait des cocktails Molotov, des grenades, des armes à feu, pour ensuite agir si nécessaire? Pourquoi nous sommes-nous rendus compte aujourd'hui seulement, au fil de la journée, que cette journée n'était pas si orageuse que ça? Bel examen de conscience de nos confrères israéliens. Alors, vous avez dit que vous avez été surpris, on le comprend, parce que vous ne connaissez pas le terrain comme un journaliste israélien, mais alors, que vos confrères israéliens, on dit toujours que c'est un tout petit pays, tout le monde connaît tout le monde, mais que vos confrères israéliens aient été eux-mêmes surpris et eux-mêmes surestimés à l'avance la mobilisation des colons, on tombe de sa chaise. Enfin. Oui, il ne faut pas oublier non plus que tout d'un coup, enfin, la bande de Gaza et les territoires occupés sont déjà couverts depuis très longtemps, mais sont mal couverts. C'est un des problèmes d'ailleurs et un des éléments que la presse israélienne évoque quand elle fait son examen des consciences. C'est-à-dire que les journalistes n'y vont pas, les journalistes israéliens n'y vont pas. Il y a des journalistes spécialisés, ils sont très peu nombreux et eux, depuis des années, couvrent. Mais je peux le compter ici, hein. C'est pas une longue liste. Et c'est d'ailleurs un des drames, peut-être. On a du mal à croire. Les colonies de Gaza sont mal couvertes par les médias israéliens. Non, j'ai dit qu'il y a un nombre restreint, plutôt petit. Il y a très peu de journalistes, des professionnels israéliens, de la presse israélienne, donc qui connaissent les territoires, qui connaissaient les territoires de la bande de Gaza avant les débuts de cette série de territoires. Pourquoi Parce que les journalistes n'ont pas envie d'y aller, c'est loin. Non, parce qu'il y a des journalistes spécialisés soit pour couvrir les implantations et les colons, soit pour couvrir la partie arabe, mais ils ne sont pas très nombreux. Et là, tout d'un coup, il était question d'une opération avec des centaines et des centaines de journalistes. Moi, je pense qu'on a vu là l'exemple d'une armée israélienne qui non seulement sait faire la guerre militaire, mais aussi la guerre psychologique. Et les victimes ont été aussi les journalistes israéliens en tant que journalistes. Ce que le commentateur dit est très vrai. Il y a des leçons à en tirer pour les combattants palestiniens? Oui, sûrement. Lesquelles? C'est difficile de le dire à cette étape-là, mais je crois qu'en tout cas, il y a des leçons à tirer pour tous les journalistes du monde. Non, mais pour les combattants, je veux dire. Bon, les combattants n'ont pas un problème d'image. Jusqu'à présent, sur le plan, jusqu'à présent, sur le plan de la guerre psychologique,
psychologique, les combattants palestiniens étaient parfaitement arrivés sur la scène internationale à endosser l'habit de la victime. C'est-à-dire c'était les petits contre la méchante armée israélienne. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est la manière dont les médias montrent. Mais je crois qu'ici, il y a une question qui est réellement une question des médias comme une forme de guerre psychologique. Ce que nous ne savons pas faire. Si nous savions faire ça, on aurait une approche médiatique beaucoup plus efficace. David est sceptique. Moi, je suis sceptique. Tout le monde s'accorde à dire que les Palestiniens n'ont pas endossé l'habit de victime. Ils sont victimes, mais ils portent très bien cet habit de victime. Donc, il y a les deux. Et donc, la manière dont la Palestine communique, elle a utilisé les médias parce que c'est l'arme du faible au fort. Et Dieu merci, ils savent communiquer. Sauf que là, il y a un État constitué avec des institutions qui peuvent organiser. Nous n'avons aucun moyen d'amener 4000 journalistes, de les organiser pour un événement que nous voudrions utiliser comme une guerre psychologique. Peut-être que ça viendra lorsqu'il y aura un État palestinien. Entre-temps, je crois qu'il y a ici, pas parce que c'est nouveau, mais parce que c'est une réalité, une manière d'utiliser sur le plan psychologique l'image, parce que nous parlons ici d'image, l'image d'une manière qui a été sur le plan intérieur israélien, intérieur palestinien et sur le plan international très important pour l'armée israélienne. Et je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de ce que peut-être était la motivation, ça a créé un débat au sein de la société israélienne que moi je lis dans la presse israélienne parce qu'elle est le meilleur reflet du vrai débat politique en Israël. Et je crois que ça c'est positif. Très bien, merci à tous trois d'avoir participé à ce débat. Si vous souhaitez le prolonger, rendez-vous sur le site internet d'Arrêt sur Image, sur le site de France 5, avec notamment un voyage très intéressant de Lise Martin à travers les blogs qui ont raconté beaucoup de choses sur ces opérations. Et pour tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous.